14h45, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Vous assistez au Festival de l'Innovation, 6e édition de la Madi Keynote avec toutes les équipes de la Madi Keynote. Prochaine séance, c'est avec Engie et le biomimétisme. Le biomimétisme à la rescousse. Parlons-en. Parlons maintenant bien sûr de ce biomimétisme, littéralement l'imitation du vivant, qui consiste à s'inspirer des solutions de sélection naturelle adoptées par l'évolution pour en transposer les principes et les processus en matière d'ingénierie humaine. Notre prochain débat réunit, vous le verrez, 3 experts en la matière. Ils vont nous rejoindre maintenant. Marion Derider-Blondel, directrice marketing, data et communication pour Engie France B2C. Élodie Grimont, directrice générale et cofondatrice d'Urban Canopé. Et enfin, Christophe Satch, initiateur du projet Gaïrta, pour encadrer ce débat, pour encadrer ces échanges. À la présentation et à la modération, Anaïs Richardin, directrice de la rédaction de Madines. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie que vous soyez là, je suis surtout ravie que le soleil soit sorti, parce que c'était quand même pas gagné ce matin. Alors aujourd'hui, on va vous parler de biomimétisme. Le biomimétisme, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le biomimétisme, c'est une science ancestrale qui vise à étudier le vivant pour le prendre en modèle et en reproduire certaines caractéristiques. Alors aujourd'hui, ça a vachement le vent en poupe, évidemment. L'idée, c'est d'étudier les chapitres de ce grand livre de 3,8 milliards d'années pour y déceler des réponses à nos questions actuelles. Et comment est-ce qu'on peut repenser nos systèmes énergétiques, nos moyens de locomotion, nos habitats, nos modèles d'organisation en s'inspirant du vivant ? Si les champs d'application sont illimités, les bénéfices à s'inspirer de ce que la nature a créé de plus performant le sont aussi. Les innovations biomimétiques sont légion. L'énergie marine produite grâce à un système inspiré des queues de thon, par exemple, ou des éoliennes rendues silencieuses grâce à leur revêtement inspiré de celui des ailes des hiboux, ou encore une voile solaire designée après l'étude des ailes des libellules. De nombreux services et produits voient aujourd'hui leur performance être dopée par l'observation du vivant. Pour discuter un peu de l'espoir que revêt le biomimétisme aujourd'hui pour améliorer l'existant, j'ai l'honneur d'accueillir donc Marion Derider-Blondel, directrice marketing, data et communication d'Engie France, B2C, Élodie Grimont, cofondatrice d'Urban Canopy. Bonjour. Et Chris Sachs, créateur du projet Gaïrta, dont vous saurez tout dans quelques minutes. Bonjour. Mais avant de commencer le débat, je vous invite à écouter le deuxième épisode, un bref extrait du deuxième épisode de notre podcast Marty, qui est un podcast en fait qui vous emmène en 2070 pour un peu aller voir ce qui se passe dans le futur et comment est-ce qu'on va améliorer notre monde d'ici là, ou pas, hein. Vaudrait mieux quand même. Et donc voilà, donc on va écouter un petit extrait pour comprendre un peu comment le biomimétisme aura profondément changé nos vies et nos villes. Le podcast qui est futur. Et les solutions biomimétiques, en fait, et végétales, sont alors apparues comme une évidence pour tous, et non plus que pour une jeunesse révoltée qui le criait déjà depuis des années. Le végétal, c'est la meilleure solution pour influer sur la chaleur urbaine, et la meilleure solution de climatisation urbaine naturelle. On a mis du temps pour le faire comprendre, et pourtant on le savait. Une étude canadienne avait déjà mis le doigt dessus, en 2002, qui expliquait que si nous augmentions de 25% la végétalisation existante d'une ville, nous pouvions baisser sa température de 2 à 4 degrés. Alors c'est vraiment un très très court extrait. Vous reconnaîtrez une fois qu'elle aura pris la parole Élodie Grimont, qui est donc la cofondatrice d'Urban Canopy, qui est la star et l'experte de ce podcast-là, de cet épisode que vous retrouverez dès demain sur l'ensemble des plateformes habituelles. Alors du coup, pour vraiment se plonger dans le débat, on le sait, notre planète est une source intarissable d'inspiration. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Élodie, Chris, comment est-ce que la nature et ses modèles sont au cœur de vos 2 projets, donc Urban Canopy et Gaïrta ? Donc je vais commencer, merci. Donc nous déjà, pour bien comprendre, donc Urban Canopy, on conçoit des structures légères que l'on vient végétaliser pour réduire les îlots de chaleur urbains dans les villes. Donc le but, c'est rafraîchir la ville par le végétal. Alors le lien là-dedans avec le biomimétisme, quel est-il ? Bien, en fait, on imite la forme, mais surtout les vertus de la canopée, qui est en fait la couche supérieure des forêts, notamment les forêts tropicales humides,
où en fait c'est la partie qui est la plus riche en termes de biodiversité, mais aussi c'est celle qui est justement en contact avec les rayonnements solaires. Donc ça fait plus de feuillage, et donc encore plus de surface végétale, et donc plus d'ombrage, et donc plus de rafraîchissement. Et puis ensuite, nous, le but aussi, par rapport à l'imitation de la canopée, c'est de se dire, notre terrain de jeu, c'est la ville qui est dense, qui est minéralisée, donc il faut adapter justement la solution dans son écosystème. Et nous, justement, le but, c'est avec un minimum d'encombrement urbain, d'avoir un maximum de recouvrement. Et de ne pas dénaturer non plus le sol, puisque nous, justement, on se met là où on n'a pas de solution, là où on ne peut pas planter en pleine terre. Là, on a des réseaux souterrains, des problématiques de charge, du béton. Et, voilà. Et donc, on propose des solutions imitant justement ces vertus-là. Et toi, Chris? Super. Alors, pour nous, avant même d'être une solution concrète, c'est une façon d'être. C'est-à-dire que le fait de travailler avec le vivant va nous amener, nous inviter à nous reconnecter avec nous-mêmes et avec notre monde en tant qu'être vivant. Et ce changement de façon d'être et de regard change tout. Le vivant, la nature est notre inspiratrice et notre guide. En plus de ces incroyables capacités à fonctionner avec des systèmes extrêmement complexes, le vivant a réussi à trouver cet équilibre vertueux sur la Terre que notre espèce a perdu. Donc, si on veut arriver à rééquilibrer cela, il nous suffit, et on se doit de le faire, de regarder le vivant et de se mettre en marche pour en apprendre les leçons, les activer. Voilà. Donc, en plus de toute une grande richesse de documentation qui existe, en fait, on passe du temps avec le vivant, avec des gens comme Eduardo, Maria qui sont là. On passe du temps à aller... et en fait, ça change vraiment tout dans le sens où cette nouvelle façon d'observer, de ressentir, nous pousse aussi à faire confiance à notre instinct et à notre capacité créative à retranscrire cela comme on le fait avec ces ailes, ces voiles solaires inspirées de structures d'ailes de libellule. On en parlera après des voiles solaires, mais peut-être être un peu plus précis sur ce que c'est que Gayartha. D'où ça vient concrètement, c'est quoi? Gayartha est un mot valise entre Gaïa, déesse de la terre, et Artha, parce qu'on travaille sur l'art de la nature, l'art du biomimétisme. Donc, Gayartha est un vaisseau de développement, de prototypage et de promotion du biomimétisme à travers le monde. L'idée est d'inviter autour du monde tous les acteurs ayant mis en place, des solutions biomimétiques à les intégrer à bord. Et il y a aussi différentes innovations qu'on développe avec différentes écoles pour pouvoir dynamiser tout ça et après les tester au fur et à mesure du monde et continuer à partager ça à travers des concours qu'on va faire. Donc c'est un vaisseau de pédagogie et de démonstration des solutions biomimétiques. Oui, et de vrai développement. Ouais. Ok, merci beaucoup. Merci. Et est-ce que ces références à la nature ne permettent-elles pas aussi de rendre plus attrayante et plus intéressante une innovation technologique, d'attirer par exemple un public plus large à s'intéresser à une nouvelle voile de bateau par exemple ou à un nouveau système d'ombrage urbain? Alors, justement, ça qui est intéressant, c'est qu'on a deux solutions, enfin deux réponses complémentaires plutôt. Moi, je pense qu'il faut déjà voir le biomimétisme comme avoir du bon sens. C'est déjà réfléchir à quelque chose qui soit intelligent, qui soit durable dans le temps, qui s'intègre dans son écosystème. Et justement, c'est des thématiques moi que j'avais déjà abordées quand j'étais en école d'ingénieur AgroParisTech, où justement on s'était dit, on nous avait appris à penser différemment en intégrant le biomimétisme pour justement augmenter la performance environnementale et énergétique de solutions industrielles. Donc c'est des choses quand même très concrètes. Après, je trouve ça génial si justement on peut en plus apporter de la vulgarisation scientifique pour éduquer aussi les jeunes, et ça c'est juste génial. Et donc c'est la deuxième partie aussi, sur plus le côté éducation. Mais c'est avant tout pour moi du bon sens et de la réflexion et que ce soit des solutions pérennes qui s'installent dans le temps et dans le milieu. Très important. Pour moi, le biomimétisme est le système le plus génial qui existe aujourd'hui. C'est vraiment notre meilleure chance. Afin aussi de pouvoir la diffuser, donc de toucher un public plus large, nous, une de nos approches particulières, c'est de travailler sur le côté sensoriel. Comment est-ce qu'on peut toucher les gens, en plus du côté de la réflexion, sur le côté sensoriel. Donc c'est vraiment une particularité qui permet de toucher un public plus large et d'être beaucoup plus inclusif. Voilà. Chaque nouvelle technologie est l'opportunité à la beauté et donc à rassembler. Merci beaucoup. Chez Engie, vous vendez du gaz et de l'électricité. Alors, pourquoi est-ce que vous vous intéressez à la question du biomimétisme et en quoi c'est un sujet qui est important pour vous?
Bon, alors parce qu'on a plein de bon sens peut-être. Aussi parce que quand on entend les mots qui ont été cités, c'est effectivement, on est beaucoup dans un langage autour de la frugalité, de la simplicité, de s'inspirer de choses qui sont saines et bonnes pour la nature. Et que dans notre mission à nous, il y a d'aider à aller vers un environnement le plus décarboné possible. Et donc toutes ces solutions qui sont d'abord étudiées, d'abord mises en œuvre en termes de prototypes, puis déployées un peu plus largement, notre vocation à nous, c'est de les déployer très largement pour un large public, de les rendre accessibles pour chacun des particuliers qui pourraient demain en avoir besoin. Et donc on a besoin de s'en inspirer, de savoir tout ce qui se fait, pour derrière pouvoir nous développer la façon d'industrialiser le process et faire en sorte que ce soit très déployé. Donc, il y a un exemple que j'adore, en fait, qui est celui de l'œil de la mouche. Donc, nous, on vend et on installe des panneaux solaires pour les particuliers. C'est une solution qui s'appelle MyPower, et ça permet aux particuliers qui le souhaitent de faire de l'autoconsommation solaire. Donc, pour faire ça, on installe des panneaux solaires sur leur toit. Et en fait, quand on regarde l'inspiration liée au biomimétisme sur le sujet, c'est qu'un panneau solaire, sur le dessus, c'était du verre, en fait, et le verre, ça réfléchit. Donc, c'est pas génial pour absorber le soleil, en fait. Et du coup, c'est en scrutant l'œil de la mouche qu'ils ont trouvé qu'en travaillant des petites surfaces, un peu des aspérités sur le dessus du panneau, en fait, on favorisait sa capacité d'absorption et on le rendait du coup beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est une idée d'inspiration de quelque chose, c'est des chercheurs qui l'ont trouvé. Ça a été appliqué petit à petit industriellement. Et puis derrière, nous, on peut le proposer à nos clients pour proposer des solutions plus efficaces, plus rentables aussi, parce qu'il y a aussi une notion derrière de capacité de chacun à pouvoir se l'offrir. Une autre chose qui peut être un peu inspirée de la nature, c'est que les organes vivants dans la nature, les organismes vivants, les petites bêtes, quand en fait il n'y a plus assez d'énergie dans la nature, qu'est-ce qu'elles font ? Elles s'effacent en fait. Donc là, je fais le lien avec par exemple tous les animaux qui vont hiberner en hiver parce qu'il n'y a pas suffisamment de ressources pour qu'ils puissent survivre à cet hiver où il fait trop froid. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait, être humains sur la planète ? On a appris à créer plus de ressources pour répondre à nos besoins. Donc aujourd'hui, il fait froid, on chauffe par exemple, et on chauffe beaucoup. Et donc il y a des pointes de consommation d'électricité, par exemple tous les soirs en hiver, au moment où tout le monde rallume son chauffage électrique. Et ça, c'est quand il faut répondre à cette pointe. Qu'est-ce que font les gens qui produisent l'électricité ? Ils mettent en œuvre des moyens de production d'électricité qui sont parmi les moins vertueux, les plus carbonés. Donc ça va être par exemple des centrales au charbon ou ce genre de choses. Et en fait, il y a un moyen, en s'inspirant en fait des animaux qui, eux, vont arrêter de consommer ou justement d'être un poids sur la nature quand il y a besoin, c'est qu'on peut faire la même chose et on peut, alors non pas hiberner, mais s'effacer du réseau. Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire qu'en fait, on va juste mettre un boîtier chez soi qui va être en lien avec le réseau. Et quand le réseau va dire « attention, là, je vais devoir lancer cette centrale à charbon », eh bien, on va être un certain nombre de particuliers, quelques centaines aujourd'hui. Demain, je l'espère, des milliers. Je vous le propose. Ça s'appelle Mon pilotage électrique et c'est disponible sur notre site. Vous pouvez installer cette solution chez vous et vous pouvez dire moi, je veux, en fait, je suis volontaire pour m'effacer un petit peu du réseau pour éviter qu'on mette en œuvre ces moyens de production électrique très carbonés. Et donc, ça se fait en plus vraiment avec un inconvénient qui est imperceptible. C'est-à-dire qu'on va limiter cette baisse de chauffage à 1 degré. C'est non perceptible pour l'être humain, 1 degré. En fait, en dessous de ça, on ne sent pas vraiment la différence. Et donc, sans altérer votre confort, on va vous profiter de participer effectivement à cet effacement et au fait que du coup, l'énergie consommée sera plus vertueuse. Donc ça aussi, c'est inspiré de la nature dans les modes de fonctionnement plutôt. Et c'est là où on rejoint ce que disait Chris autour aussi d'une philosophie. Et donc tous ces éléments-là, en fait, qui sont développés par ces gens extrêmement talentueux et très inventifs, nous, on est très heureux derrière de pouvoir s'en inspirer aussi et puis les déployer, les proposer à tous les Français qui souhaitent s'y mettre. Merci. Et donc, vous travaillez à un monde décarboné. Vous, de votre côté, d'un côté, on a donc une entreprise qui vise à diminuer la température dans les villes. De l'autre, un projet qui a pour ambition de réveiller une conscience écologique chez un nombre croissant de citoyens et de citoyennes. Mais la question qui fâche quand même, c'est est-ce que le biomimétisme aujourd'hui est une réponse assez forte aux enjeux climatiques auxquels nous faisons face ? Je commence. Alors déjà, il ne faut pas oublier que le biomimétisme, attention, c'est un moyen, ce n'est pas une fin, et donc tout dépend de ce qu'on veut et de ce qu'on en fait aussi. Nous, par exemple, en effet, le but, c'est de rafraîchir la ville par le végétal. Mais justement, notre terrain de jeu, c'est la ville qui est construite, qui est bien établie. Mais il y a d'autres exemples où on peut aussi rafraîchir différemment la ville. Mais même pas la ville, c'est limiter la consommation énergétique d'un bâtiment. Et justement, il y a un super exemple qui existe, où justement j'en parle dans le podcast,
qui est justement le centre commercial, c'est le building, l'Estate Building à Harare au Zimbabwe, qui justement s'inspire de la régulation thermique des termitières pour maintenir une température stable. Donc en fait, on peut aussi revoir la construction des bâtiments. Donc ça, c'est mieux quand on arrive en amont. Et où là, par exemple, c'est une très belle solution de biomimétisme, où justement on limite la consommation de climatisation. Et donc on fait des baisses, économie de 35% sur la climatisation par rapport à un immeuble classique, avec une température maintenue à 30 degrés au lieu de 40. Voilà. C'est en effet la plus grande des questions. Il y a un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est il y a quelques années, ils ont voulu, dans le désert, arriver à pouvoir faire une greenhouse, une serre. Et donc il y a un problème technique dans le désert, c'est qu'il n'y a pas d'eau et que la vie fonctionne avec de l'eau. Léger petit problème. Léger petit problème. Donc je pense que c'est bien représentatif de notre problème. Donc ils sont allés voir des biométriciens qui regroupent des ingénieurs, des biologistes, etc. Et donc ils ont posé ce vrai challenge. Et les biométriciens ont dit, d'accord, alors il y a dans le désert le scarabée de Nénubie. Le scarabée de Nénubie, il a cette particularité que sur son dos, il y a une forme particulière qui fait qu'il attrape la rosée du matin, et puis ça vient dans un petit canal, et ça vient sur le bord, il attrape sa goutte d'eau, et il est parti pour la journée. Il faut voir des photos, hein, c'est génial. C'est absolument incroyable. Donc après, il y a quand même une question de dimensionnement entre une goutte d'eau et puis une serre, mais ils ont travaillé, ils l'ont fait, et non seulement il y avait assez d'eau pour faire vivre ce qui devait pousser dans la serre, mais les excédents d'eau, ils les ont posés autour. Et ça a commencé à créer une oasis. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, tout ce qui est vivant sur Terre a réussi à persister parce que ce sont les vainqueurs de 3,8 milliards d'années de recherche. On a toutes les solutions. C'est à nous de le mettre en place. Et là, je peux peut-être partager une partie un peu plus personnelle, mais qui part sur un constat commun. On est aujourd'hui dans un moment où il y a certainement un grand tournant. Soit on va arriver à faire ce tournant et à reprendre notre place en tant qu'être humain de contributeur dans cet écosystème, soit on peut aller vers quelque chose qui est beaucoup moins rigolo avec des concepts de collapsologie, etc. Je pense que ce qui va faire la différence, ça paraît très simple et c'est profond, c'est l'espoir. Si on croit en notre capacité à faire ce tournant, on va se lancer. Si moi, je n'y crois pas, je sais que j'ai le tsunami qui arrive, je vais aller protéger ma chérie, ma famille, on va se mettre dans un bunker, on ne va pas tenir très longtemps, mais c'est normal de le faire. Si j'ai espoir, je vais me lancer. Et moi, c'est la décision que j'ai prise, qu'on a prise, et je pense que c'est notre seule solution, c'est pour ça qu'il faut partager l'espoir. Et donc le biomimétisme est une source d'espoir. Et le biomimétisme, c'est la source d'espoir, parce qu'il y a vraiment toutes les solutions. On a de la chance, en fait. Il suffit de se bouger les petites fesses. Juste ça. Alors, le biomimétisme est une source d'espoir. C'est souvent dépeint comme une source de bénéfices intarissables pour le vivant, et pas que les humains, hein, aussi pour la faune et la flore. Mais est-ce qu'il est forcément responsable et durable ? Ça dépend à quelle profondeur on va. En fait, on vit là aussi une époque fantastique, puisque le biométisme a été utilisé depuis la nuit des temps. On se souvient de Leonardo da Vinci qui a inventé les premiers avions en regardant les ailes des chauves-souris. On a travaillé beaucoup avant sur les formes, sur les fonctions du vivant. Donc on a inventé des choses qui sont fantastiques, qui marchent très bien, mais sur les fonctions du vivant. Ça ne change pas qu'on les produit avec nos modes de fonctionnement qui sont 365 polymères de base, c'est-à-dire un enchaînement de molécules qui sont assemblées, plutôt que 5 pour le vivant. Le vivant, notre peau, cette table, etc., pas le haut, mais le bas, utilise 5 polymères de base, qui ne demandent pas beaucoup d'énergie pour être produites, qui savent se recycler. Quand elles se recyclent, elles rapportent à l'écosystème, etc., etc. Donc la révolution aujourd'hui, ce sont les processus, les matériaux. Et il y a vraiment un boom qui est absolument passionnant à ce niveau-là. Et le troisième niveau, c'est l'aspect systémique. Comment, en fait, dans le monde vivant, tout fonctionne en écosystème. Malgré ce qu'on nous a beaucoup dit quand on était petit, il y a bien sûr une loi de compétition, la loi de la jungle du plus fort, mais en fait, la loi de la jungle la plus partagée, c'est celle de la collaboration. Il y a beaucoup plus de collaboration que de compétition en nature. Voilà. Et ça aussi, c'est une grande source d'espoir. Et alors du coup, on a parlé des 3 phases du biomimétisme quand on a préparé cette table ronde. Ouais. Est-ce qu'on peut les résumer vraiment phase 1, phase 2, phase 3, et où est-ce qu'on est globalement à l'échelle du monde en ce moment ? Première phase, c'est les formes. Comment s'inspirer du verre luisant pour faire une lumière LED, etc., de l'œil, de la libellule, etc.
Donc ça, on n'est pas mauvais, on commence à être bien. La deuxième phase qui est aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, une des vraies problématiques, c'est les matériaux. Comment faire en sorte pour arrêter cette pollution, aussi bien dans la prise des ressources que la pollution carbonée qui est en fait nos productions. Donc ça, on est vraiment là. Et en parallèle, on est en train de travailler, parce qu'il y a une vraie prise de conscience, sur la partie 3, et je pense qu'on va travailler en même temps sur la 2 et la 3. Voilà. Okay. Et la partie 3 qui est donc... Qui est donc l'aspect systémique. Comment, à chaque fois qu'on réfléchit, soit un service, soit une innovation, de la réfléchir dans son écosystème. Comment est-ce qu'elle va contribuer, comment est-ce qu'elle va impacter à son écosystème. Élodie, Oui, non, mais c'est ça, parce qu'en fait, le biomimétisme, ça peut être source de progrès, mais ça peut être aussi utilisé pour faire des armes militaires, économiques, gaspillage prononcé encore plus de ressources. Et c'est pour ça, justement, on en a parlé avec Christophe et puis Laura Magro du CBIOS la semaine dernière, où justement, elle nous a expliqué, c'était très intéressant, que justement... Alors, le CBIOS, c'est le Centre d'études et d'expertise sur le biomimétisme. Et justement, ils sont en train de mettre en place des règles, et donc c'est des normes ISO internationales pour justement replacer le biomimétisme, bien le redéfinir, et plus de l'intégrer au regard de l'éco-conception, que ce soit intelligemment fait avec des normes, etc. Et donc c'est l'ADEME aussi, qui est donc l'agence de la transition écologique, qui travaille avec le CBIOS là-dessus, pour justement plus encadrer, parce qu'en effet, après, jusqu'où on va, quoi. C'est un peu... l'enjeu, quoi. Oui, tout à fait. Et donc le biomimétisme, aujourd'hui, au mieux, sera durable. Voilà. Il pourrait être régénératif, mais au mieux, il sera durable. Oui, je pense qu'il y a aussi, comme partout, la notion de frugalité. C'est pas parce qu'on fait de l'énergie verte qu'il faut consommer 3 fois plus d'énergie. Le sujet, c'est bien à la fois de produire de l'énergie verte et de faire en sorte que tout un chacun, on en consomme quand même de plus en plus raisonnablement, de moins en moins. C'est parce qu'on fait des pailles en bambou qu'il faut forcément utiliser 12 pailles dans la journée. Alors, merci beaucoup pour ces réponses. On a bien compris que s'inspirer du vivant, ça ne signifie pas uniquement copier des modèles ultra performants qui existent naturellement dans la nature, mais c'est aussi innover en termes de recyclage et de réemploi de l'innovation. Chris, vous avez développé une voile solaire inspirée donc des ailes des libellules, et vous travaillez sur son design régénératif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le design régénératif ? Oui, alors avec grand plaisir, c'est une question complexe. Juste pour essayer de remettre brièvement en contexte, SolarIcell, c'est donc une voile solaire qui capte l'énergie solaire, qui est inspirée des structures d'ailes de libellules sur plein de niveaux, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails, et qui est la génératrice d'énergie pour une génératrice d'hydrogène vert sans platine. Comme on en parlait un petit peu avant, aujourd'hui, la meilleure chance qu'on ait au niveau de la mobilité, c'est l'hydrogène vert, pas chimique, mais vert, par électrolyse. Et aujourd'hui, pour faire ça, il faut du platine. C'est un métaux rare. On ne peut pas imaginer un système d'avenir à partager avec le plus grand nombre sur un métaux rare. Donc on travaille avec un chercheur du CNRS à Marseille qui a développé un système bio-inspiré qui fonctionne avec des enzymes et qui sont une vraie alternative à ça. Donc pour finir, remettre en contexte, l'idée c'est que cette voile puisse être mise sur des bateaux existants, sur des nouveaux bateaux à voile, mais aussi aller beaucoup plus loin et attaquer en fait tout le transport maritime. Le transport maritime, c'est une pollution énorme. C'est aussi des carburants qui sont extrêmement sales. C'est plus de 50 000 morts prématurées par an et 64 milliards d'euros pour l'Union européenne par an du fait de ça. Donc c'est un vrai gros sujet. Quand on a commencé à lancer le développement du prototypage de SolarIcell, on a été incité à faire ça par le groupe Explore de Roland Jourdain. En parallèle, on commençait à travailler avec la 8e pirogue. Donc le CBIOS, dont on a parlé, a lancé pour dynamiser le biométisme dans l'éducation une archipel des écoles françaises du biométisme. Donc on a eu l'honneur d'y être invité. Et on a ouvert un groupe de travail sur la question d'un chemin vers un design régénératif. Donc on a proposé d'utiliser cette voile comme étude de cas. Avec aussi la compréhension, pour être très clair, qu'il ne s'agit pas que la voile soit régénérative tout de suite, mais qu'elle soit le porte-drapeau, le support d'une étude de cas vers un design régénératif. Voilà. Ce qui était extrêmement ambitieux parce que cette voile, c'est des technologies de pointe, aussi bien sur la partie solaire que la partie voile. C'est-à-dire des matériaux compliqués, etc., etc. Donc, pour essayer de comprendre l'aspect régénératif maintenant, ce qu'on appelle normalement régénératif, c'est un système qui renouvelle sa propre source d'énergie et de matériaux. Maintenant, ça fonctionne bien pour des plantes, ça ne fonctionne pas pour l'industrialisation telle qu'on la connaît aujourd'hui.
Donc on a développé ça et en fait on s'est rendu compte que ce qui rendait quelque chose aujourd'hui régénératif, c'est sa capacité à offrir des services écosystémiques. Comment une invention, un service va contribuer dans l'écosystème dans lequel il évolue. Donc avec cette voile, il y a des services écosystémiques qu'on a décelés et d'autres sur lesquels on est en train de travailler. Par exemple, elle va avoir un service écosystémique d'apport d'énergie, aussi bien éolien parce qu'elle va propulser le bateau, que solaire. Elle va avoir... donc en fait, pour aussi de comprendre aussi, les services écosystémiques, il y a 3 grandes catégories. Il y a approvisionnement, il y a régulation. Approvisionnement, ça peut être par exemple un approvisionnement en bois, en énergie. Régulation, ça peut être par exemple filtrer l'eau pour la purifier. Et le troisième chose, c'est des services culturels. Comment quelque chose peut nous inspirer, comment quelque chose peut soutenir une idée. Voilà. Donc cette voile solaire, aujourd'hui, elle est vraiment là aussi avec un service écosystémique culturel, parce qu'elle est le porte-drapeau qui supporte cette idée et qui donc nous permet à travers différentes écoles, comme on va faire à partir du mois prochain, d'aller faire des ateliers, donc de pouvoir partager ces idées, écoles d'ingénieurs notamment, afin qu'ils développent d'autant plus cette idée de design régénératif. Voilà. Et sur l'aspect du réusage-recyclage, ce qu'on a travaillé, c'est aussi à travailler sur ces services écosystémiques dans les différents temps de vie. Et notamment au niveau du réusage, par exemple, cette voile qui sera plus au bout de 20 ans avec une capacité à 100% sur le solaire, on a dessiné pour qu'elle puisse aussi récupérer l'eau, toujours pouvoir récupérer l'énergie solaire. Et donc on travaille aussi avec un designer sur des tiny houses qui pourraient avoir en fait tout un système de réutilisation de ces voiles. Voilà. Et on parle beaucoup de technologies de pointe, que ce soit, j'allais dire pour les ramifications, pour les armatures des corolles, des canopées que vous développez, Ouais. aussi bien que pour la voile. Est-ce que ça coûte cher, le biomimétisme? Et surtout, on parle de quel type d'investissement en R&D, combien de temps et combien d'argent on investit là-dedans? Alors, tout Je ne les ai dépend pas du tout aussi de ce préparé qu'on- cette question. Tout dépend Totalement, de ce que l'on veut mettre en place. Genre nous, par exemple, aujourd'hui, ce qu'on utilise, c'est des structures légères, c'est des matériaux composites. Donc nous, en fait, l'avantage, c'est qu'on peut faire n'importe quelle forme désirée avec la même technologie. L'idée, justement, c'est d'avoir un modèle qui soit scalable, d'être reproductible pour justement être le moins coûteux pour les villes. Donc notre solution, justement, elle est bas carbone et peu coûteuse en argent. Après, en termes des matériaux, par exemple, on aimerait travailler sur des matériaux biosourcés. Aujourd'hui, c'est de la fibre de verre, donc matériaux composites. Et pour passer en fibre de verre, donc de la fibre de bambou, fibre de lin, fibre de chanvre, il faut trouver la bonne résine. Et aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc on aimerait lancer un gros volet R&D là-dessus, mais ça nécessiterait de créer une thèse. Donc c'est le prix d'une thèse, puis peut-être qu'il y aura une deuxième thèse. Après, il faut tester la flexion des matériaux. S'assurer que la mécanique, la fluidité, enfin que tout matche bien, avant de se dire je mets une structure sur une toiture. Donc il y a certaines normes aussi à avoir, etc. Donc ça peut aller très très loin. Donc c'est pour ça, nous, on a l'avantage d'avoir le statut jeune entreprise universitaire. On bénéficie du crédit impôt recherche parce que justement on est relié avec l'école des ponts et chaussées. On est une start-up issue des labos. Donc on a tout un volet R&D structure sur comment concevoir différentes formes, différents maillages pour couvrir tout type de surface disponible. Et puis un volet aussi R&D végétal, où là on a pu faire des travaux de recherche avec l'INRA. Donc tout dépend de en soit le budget, tout dépend jusqu'où on veut aller et du budget qu'on se donne pour ça. Mais ça peut être une thèse, 3 stages. Là on a embauché justement un docteur. Polytechnicien et école des ponts, donc, pour justement travailler sur la R&D structure. Donc c'est un budget aussi. Donc voilà, c'est des exemples de budget qu'on peut allouer pour la recherche dans une entreprise, par exemple. Et avant de passer à Chris, juste combien de temps de R&D pour la Alors nous, première il y a corolle? eu 10 ans de R&D côté école des ponts et chaussées. Donc et justement, on bénéficie de toute cette R&D-là. Et donc c'est une richesse très précieuse. Oui, non, tout à fait. Et la partie 2 du Mimétis, qui sont les matériaux, c'est aussi ce qu'on est en train de développer sur cette voile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'inspire du système d'auto-assemblage des ailes de libellule pour travailler avec des voiles membranes qui sont littéralement en fait avec un filaire qui est déposé et qui permet en fait de ne pas avoir d'excédent de matériaux. Donc on se rapproche de l'auto-assemblage. L'auto-assemblage, les imprimantes 3D qu'on utilise sont un système d'auto-assemblage, sauf que les polymères ne sont pas des polymères biosourcés.
Voilà. Pareil pour ce film photovoltaïque, ce sont en fait des pigments qui sont imprimés et qui ont un remboursement, quel est le terme exact? Comment on appelle ça? Un retour énergétique, voilà, un retour énergétique absolument étonnant. Qu'est-ce que le retour énergétique? Je retiens que c'est-à-dire combien de temps il faut que à partir de combien de temps d'utilisation une invention devient en fait neutre par rapport à le coût énergétique qu'elle a mis à être produite. Donc sur des panneaux en silicium, je crois que c'est autour de 7 ans. 7 ou 10 ans. J'ai plutôt 3 ans, moi. Mais d'accord, ok, ça évolue. Ouais. C'est bien, ça évolue. Et sur ces films photovoltaïques, c'est autour de 4 mois. Donc c'est extrêmement intéressant aussi. Donc il y a vraiment un vrai travail et une vraie progression aussi sur la phase 2 qui sont les matériaux et l'intégration de ça. Donc c'est passionnant. Et alors juste sur le retour énergétique, une corolle, du coup, c'est combien de temps pour atteindre neutralité? On est bilan neutre au bout de 5 ans et demi aujourd'hui. Et justement, quand on passera avec des matériaux biosourcés, là, le but, c'est de baisser 3 ans, et après, et encore plus si même carrément, un jour, peut-être qu'on peut se dire, le matériau va se dégrader, retourner à la nature, c'est tout à fait aussi envisageable. Donc voilà, pour l'instant, on est bilan neutre à 5 ans et demi. Ok. C'est vachement bien. Ce qui est plutôt pas mal. Et alors, on en a parlé, au cœur de tout écosystème naturel se trouve cette notion d'organisation collective pour optimiser les bénéfices qui vont irriguer le tout. Est-ce que le biomimétisme permet aujourd'hui de faire travailler ensemble des entités qui ne collaboraient pas nécessairement avant? On a parlé start-up recherche, des grands comptes avec des start-up et des chercheurs aussi, par exemple. Ouais, en fait, toute la phase qu'on vient d'avoir là de discussion, elle montre bien la nécessité en fait de toute une phase de recherche et qui doit être financée. Et donc, c'est sûr que c'est des sujets qui sont clés, qui ont toujours existé, je pense. Mais en revanche, ce qui est beaucoup plus important maintenant, c'est qu'on sait qu'on n'a pas tant de temps que ça pour progresser rapidement. Et donc, je pense qu'il y a une nécessité d'être beaucoup plus efficace sur l'ensemble de ces systèmes. Et donc, c'est vrai que ça crée des systèmes de collaboration, je pense, beaucoup plus rapides et beaucoup plus efficaces. Donc, nous, on travaille, par exemple, avec beaucoup de startups parce qu'elles sont capables d'apporter des solutions qui ont été réfléchies, parfois avec d'autres labos, parfois juste parce qu'il y a un inventeur génial qui s'est dit « tiens, je vais faire ça ». Et sur la solution d'effacement dont je vous parlais, par exemple, c'est développé avec une start-up suisse qui s'appelle Tico. On travaille avec des startups qui travaillent aussi sur tout ce qui est les systèmes de régulation du chauffage dans la maison. Parfois, on peut aussi, en tant qu'entreprise, créer nos propres startups, justement, pour mettre un peu à l'abri des équipes, des structures un peu plus importantes, de tout ce que ça génère. Délai de décision très long. Alors, pas si long que ça, mais parfois des côtés un peu politiques qui existent ou qui sont dans la tête des gens. Mais du coup, en mettant des gens concentrés sur un sujet avec des moyens et en les encourageant à être extrêmement créatifs et en leur mettant une pression à la rentabilité qui est un peu délayée dans le temps, qui n'est pas la même en tous les cas que sur le reste des activités, et on arrive à des choses assez fantastiques là, sur les panneaux solaires dont je parlais. Donc cette solution MyPower qu'on va installer chez les particuliers, c'est le choix qu'on a fait et on est sur aujourd'hui une entreprise qui toute seule est rentable. Et donc c'est vrai que ça a permis d'accélérer énormément ça. C'est en moins de 3 ans une entreprise rentable sur le sujet. Et donc c'est des choses qu'on développe beaucoup et qui, je pense, sont intéressantes pour tout le monde parce que l'intérêt, encore une fois, c'est de passer de l'idée à la réalisation, à l'impact réel sur ces fameux 2 degrés qu'on souhaite tous ne pas dépasser, pour lesquels on va pouvoir aider, nous, en tant qu'entreprise, des financeurs, d'autres grands labos institutionnalisés qui peuvent aussi vous aider, je pense, dans vos différentes recherches. Donc oui, il y a toujours eu de la collaboration. Je pense qu'elle est certainement plus efficace et plus urgente que jamais aujourd'hui. Je trouve ça génial d'entendre ça, parce que c'est vraiment le mot, la collaboration. Le biométisme est pluridisciplinaire où il n'est pas. Et donc, la collaboration est là. Ouais. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que la semaine dernière, il y a eu à Marseille le congrès mondial de la nature de l'UICN. Et justement, le biomimétisme, il y avait sa place. Il y avait une fresque géante du biomimétisme là-bas. Et justement, ça a pu rassembler tout le monde aussi autour de ça. On a pu se retrouver. Et je trouve que c'est génial aussi de pouvoir, rien que cette table ronde-là, on peut échanger ensemble. Je trouve que ça crée aussi un certain respect mutuel. On s'écoute plus. Parce que certains ont des problèmes, d'autres des solutions. On peut échanger ensemble, on peut, c'est beau quoi. Nous aussi, on est tous un organisme. Nous sommes aussi tous un écosystème. On a besoin de vivre ensemble en fait pour y arriver.
Et donc, je trouve ça chouette. Oui, puis c'est vraiment un monde de passionnés. Il y a une ferveur commune. Et est-ce qu'il y a des freins à lever quand même pour bien pouvoir collaborer toutes et tous ensemble? Alors, Autre question pas préparée. Moi, en tant que start-up, moi, c'est le temps. Parce qu'en effet, de collaborer, ça demande plus de monde autour de la table. Donc, voilà, plus de points de validation. C'est des temps souvent très, très longs. C'est des très beaux projets, mais souvent, le temps est très long. Et en tant que jeune société, nous, il faut qu'on aille vite. Et donc, c'est toujours une course contre la montre. Et c'est pas toujours facile avec des grands groupes, malheureusement. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. oui, puis c'est un vrai challenge de langage. Quand on met des scientifiques en face de sociologues, en face d'ingénieurs, etc., chacun a une logique, une façon de fonctionner qui est totalement différente. Donc, c'est un frein, mais c'est la richesse. C'est ce qui fait qu'il y a un truc incroyable qui en sort. Voilà. Oui, alors moi, pour bosser dans le monde de l'entreprise depuis une vingtaine d'années et avoir souvent collaboré, je trouve qu'il y a beaucoup moins de freins maintenant qu'il y en avait il y a encore quelques années. Et je pense que l'urgence climatique en est une des raisons. C'est que je pense qu'il y a une conscience partagée sur le fait que c'est de plus en plus nécessaire. Et donc ça accélère quand même un grand nombre de prises de décision, je pense aussi. Ouais. Puis au-delà de l'urgence climatique, il y a aussi une maturité aujourd'hui de l'écosystème, de la relation corporate-startup qui fait que je pense il y a des bonnes pratiques, il y a des choses qui n'auraient pas dû être faites, il y a eu des dérives, mais on est aussi aujourd'hui assez mature pour avoir appris de ces bonnes pratiques et pouvoir les mettre en œuvre facilement. Enfin, on le voit, chez Madines, on parle énormément d'open innovation et c'est vrai que c'est un sujet qui est clé aujourd'hui pour le développement de start-up et même de vous, plutôt corporate. J'ai une dernière question. Est-ce que d'observer le vivant, de vraiment se remettre un peu au centre d'un tout, d'un écosystème global, et est-ce que du coup le biomimétisme est une manière un peu de changer de posture, nous en tant qu'humains, et de se dire qu'en fait il serait peut-être temps qu'on se mette au service du vivant et de la nature, et qu'on soit un peu moins auto-centré sur notre race humaine, de plus seulement prendre, mais de faire quelque chose qui est très, très reconnu dans la Startup Nation, le give back, de redonner un peu à la nature et surtout de sauvegarder tout ce qu'elle a pu créer de plus parfait. Ok, ça marche. Oui, non, c'est absolument essentiel. Il y a en anglais un terme qui s'appelle custodian. Le custodian, c'est un peu comme le gardien, l'héritier gardien. On a souvent en français le terme de propriétaire d'une terre. Moi, j'étais en Australie pendant longtemps, il y a the custodian of the land, les gardiens de la terre. Et le mot custodian vient avec le mot devoir. J'ai des devoirs. Le mot propriétaire vient avec l'idée de droit. Le mot custodian vient avec l'idée de contribution, de contributeur. Et je suis propriétaire avec l'idée d'utilisateur. Alors, quelle est en fait notre position par rapport à notre terre? Est-ce qu'on est propriétaire de notre terre ou est-ce qu'on en est les héritiers et les gardiens? Et c'est un changement profond ici dans la façon de voir les choses. Et le biomimétisme, quand on passe du temps en nature, nous invite à faire ça, à faire ce changement. Merci, c'était très très beau. Et justement, nous aussi, en exemple concret, par exemple, nous, Urban Canopy, c'est aussi ce pourquoi on existe, c'est qu'au-delà du rafraîchissement produit par le végétal en lui-même apporte d'autres et de nombreux services écosystémiques, dont tu parlais tout à l'heure, que ce soit donc, services écosystémiques pour l'homme, mais aussi, finalement, pour la biodiversité et pour la nature. Ça augmente le nombre de corridors écologiques faune flore. Ça permet aussi d'être nourricier pour les espèces, finalement. Et un bel exemple qu'on a eu il n'y a pas très longtemps, c'est sur un des sites où on a installé des corolles, donc les solutions que l'on propose. On a observé des nids avec des petits œufs, des petits oisillons, et quand on voit ça, on n'a qu'une envie, c'est de continuer à faire ce qu'on fait, et c'est beau, quoi. Finalement, on se dit, on rend aussi quelque chose à la nature, c'est aussi c'est dans l'écosystème, et c'est beau, quoi. Ouais. Bravo. Et est-ce qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant qu'on se sente toutes et tous des gardiens, non pas de la galaxie, mais du coup de l'univers, de la Terre? Ou est-ce qu'on est sur le bon chemin et vous sentez vraiment que les choses avancent dans le bon sens? Je pense qu'on vit une époque de contraste incroyable, mais il y a un vrai mouvement, il y a vraiment des choses fantastiques, et en fait on n'a pas le choix, c'est le moment, c'est maintenant ou jamais. Donc ouais. Moi, je suis plein d'espoir, pas de façon naïve, mais parce qu'on a vraiment des outils à travers le biomimétisme, de solutions concrètes.
Et il y a un panel absolument fantastique qui est en train de germer. Il faut continuer à créer des liens et à pouvoir avancer. Ouais. Merci beaucoup. Pardon. Oui, juste une des choses qui sera clé, c'est que ce soit pas créateur justement de barrières. On l'a vu, l'exemple qu'on cite toujours dans ces cas-là, c'est l'exemple des gilets jaunes, hein, mais c'est que justement toutes ces solutions-là, ça soit pas des solutions d'un petit public, d'une petite partie qui aurait compris, qui aurait les codes, mais qu'on arrive à en développer des solutions qui soient accessibles pour tout le monde, quel que soit son niveau de vie, quel que soit l'endroit où on habite, en ville, à la campagne, et qu'on arrive à en faire vraiment des solutions très inclusives. Ce qui n'a pas toujours été le cas et ce qui a peut-être été un frein justement au développement de certaines solutions. Donc c'est vraiment, je pense, un sujet qu'on doit tous avoir en tête, nous tous qui essayons de travailler à ça. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de biomimétisme. Et juste une petite précision que j'ai complètement oubliée en introduction. Cette table ronde, comme le newspaper que vous trouverez juste là sur le stand, qui est absolument magnifique, et je dis ça avec beaucoup d'humilité, et le podcast qu'on a enregistré avec Elodie font tous les trois partie d'un dispositif d'anticipation qu'on a mis au point avec Madines pour Engie et avec Engie pour vraiment se projeter dans le futur et se projeter dans notre futur énergétique. Et je ne peux que vous inciter évidemment à passer sur le stand Engie et surtout à prendre ce merveilleux journal papier qui, j'en suis sûre, voilà, on a quelqu'un qui vous les montre, qui probablement vous apprendra pas mal de choses et qui, je l'espère, vous fera voyager un peu et vous incitera à prendre des bonnes décisions au présent pour un futur meilleur. Voilà. Merci beaucoup à toutes et toutes d'avoir été avec nous aujourd'hui et je vous laisse pour la suite de la journée. À nous de vous remercier. Merci à Marion Deridel-Blondel, directrice marketing, data et communication d'Engie France B2C. Merci également pour ces échanges inspirants d'Élodie Grimoin, de Christophe Tach et à notre directrice de la rédaction, Anaïs Richardin. Merci à tous les quatre. Vous qui nous suiviez, la suite du programme et le suivant, on va parler d'intelligence artificielle, l'IA, véritable game changer pour l'industrie des médias. Restez bien avec nous puisqu'on va en parler dans quelques instants avec là aussi 3 experts, Atos et le groupe TF1, accompagné de notre journaliste Dan. C'est dans 3 petites minutes. Alors pour celles et ceux qui nous suivent en streaming, restez bien sûr connectés et on lira également toutes vos observations, toutes vos questions avec le hashtag de la journée qui, je le disais précédemment, est le plus cité sur les réseaux sociaux, MKN 2021. Restez bien connectés, on se retrouve dans 3 petites minutes. À tout de suite.